Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Laure Boulot. Bonjour, merci d'être avec nous. Ancienne footballeuse internationale française, vous êtes consultante pour Canal+ et vous réalisez votre premier documentaire avec, alors je ne sais pas comment on dit, Mathieu Despo, c'est ça ? Oui, tout à fait. Mathieu Despo. Alors nous on a adoré avec Gilles, vraiment. Vraiment. Pionnière au Japon, vous vous êtes immergé dans ce Japon très mystérieux, Japon très masculin, et vous avez voulu aller à la rencontre de 5 femmes qui sont devenues des pionnières, comme le dit le titre du documentaire. Hein, comme vous l'avez été au foot, et comme vous l'avez été au foot, dans 5 domaines où les femmes excellent, où ces 5 femmes excellent parce qu'elles sont pionnières, elles ne sont pas nombreuses. Il y en a une qui fait du saké, il y en a une qui est un milieu très très masculin, une qui dessine des mangas, une femme sumo, parce qu'elles sont là aussi pour faire ça, une femme chef sushi. Bref, tout ça, ce sont des sujets, et puis une footballeuse, évidemment, puisque vous avez voulu aller voir. Comment ça s'est passé ? C'est vous qui avez eu l'idée ? Quelle est la genèse du doc ? En fait, je fais déjà des documentaires dans le foot. Je fais une petite pastille qui s'appelle 24 heures de boulot et j'avoue que je m'éclate à faire ça. Et j'ai tendance à ne pas vouloir être dans une routine professionnelle. Donc, c'est vrai que je m'éclate. Voilà, aujourd'hui, il va y avoir la Ligue des Champions. C'est des journées de fou, d'analyser les matchs, etc. Mais j'ai besoin aussi de cet oxygène et pour me sentir 100% épanouie, d'aller voir d'autres choses. Je suis très curieuse. Et j'avais envie de sortir un petit peu de ma zone de confort, même si je m'en éloigne pas complètement, non plus, encore. Mais voilà, en tout cas, j'ai quitté un tout petit peu le foot pour aller faire un documentaire un peu plus sociétal, un peu plus voyage aussi. Mais qui a eu l'idée de vous impliquer dedans ? C'est les gens d'Upside, les producteurs. Bon, ça s'appelle Les Nouveaux Éclaireurs, hein, c'est une collection. Les Nouveaux Explorateurs. Ouais. Et c'est vous qui avez... on est venu vous chercher ? Alors, j'ai fait un documentaire avec eux sur une équipe féminine en Arabie Saoudite, l'équipe nationale. Et c'est vrai que ça paraît un peu loufoque comme ça, mais j'ai quand même rencontré la première équipe nationale de l'histoire. Et en fait, on a fait ce documentaire ensemble et je pense qu'on a... Je sais pas, ils m'ont vu en immersion totale ils m'ont vu faire du foot au milieu d'une place dans un village alors que clairement les femmes là-bas jouent pas trop au foot et je pense que ça leur a plu de voir comment je me comportais dans des milieux pas familiers. Ouais. Et ça a été le début de l'histoire. Donc après, on a fait quelques rendez-vous et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose ensemble avec Upside notamment, mais il y a aussi Flab, la boîte de production, qui est avec Canal+. Donc c'est des personnes qui me connaissent au quotidien depuis maintenant 8 ans et qui de toute façon... voulait qu'on fasse des projets ensemble et on commence par ce projet-là en tout cas. Ouais. Est-ce que le point commun de ces 5 femmes que vous avez rencontrées, puisqu'elles sont encore une fois des pionnières dans des métiers d'hommes, hein, on voit que la jeune femme par exemple qui fait du saké, elle est la seule femme au Japon à faire du saké. C'est la maître sushi, c'est que des hommes. Alors on découvre plein de trucs en plus parce qu'on apprend que ce ne sont que des hommes puisque les sushis se font au comptoir et qu'ils doivent être capables de discuter politique. Et autre chose, Valérie, que j'ai appris, vous allez pouvoir nous l'expliquer, Laure, c'est qu'au départ, l'art du sushi, elles n'y avaient pas accès parce qu'elles avaient des règles et que c'était à cause de leur menstrualité et que c'était impur. C'est quand même dingue de penser ça. J'ai dit menstruation. En fait, j'ai appris beaucoup de choses et c'était aussi pour... Voilà, je pense qu'on adore découvrir et c'est vrai que j'adore le Japon et on a une vision du Japon qui est un peu très réductrice, positive, mais souvent caricaturale. Exactement, et je pense que c'est important aussi de montrer que le niveau de la femme là-bas, c'est quand même un pays qui est plus de 140e mondial sur la condition de la femme dans leur pays.
Donc c'est clair qu'on est encore dans un pays qui pousse pas les femmes à l'épanouissement dans tous les domaines de la vie. Et du coup, moi, quand j'ai rencontré ces pionnières-là, j'avais l'impression que ce que j'avais fait en France avec d'autres joueuses de foot, c'était rien, quoi. Je veux dire, elles c'est pas des barrières qu'elles ont, c'est des murailles. Donc j'étais contente de faire découvrir ça. Et par rapport au sushi, c'est au-delà des règles, c'est que il y a toujours une excuse pour exclure la femme de certains domaines, quoi. Et donc c'est-à-dire qu'apparemment la température corporelle était pas la bonne pour pouvoir manipuler le poisson. Voilà, c'est des toujours des arguments. Montrer les trucs complètement. Faut que je trouve le bon mot, quoi, en restant poli. Les excuses qui peuvent être trouvées pour exclure les femmes, c'est quand même presque, ça devient drôle, quoi, parfois. Les femmes sumo, c'est... Alors, juste avant, Valérie, est-ce que vous savez manger un sushi maintenant ? Bah, bien sûr, je sais même les faire. Bah oui, mais il y a une information incroyable de comment... en fait, on ne sait pas manger des sushis en France. Il faut mettre le poisson d'abord sur la langue, les amis. Et oui, il faut les retourner, les sushis. Vous le saviez, vous, Valérie ? Non, je ne savais pas non plus. Et en fait, c'est logique, parce que sinon, vous avez le riz sur la langue. Et ça, et c'est génial dans ce genre de documentaire. Non, mais on apprend plein de choses. Et en plus, vous êtes une bonne cliente. Vous êtes vraiment... Vous participez. Je disais, vous avez donné de votre personne, en particulier avec les sumos. Femmes sumo, ça, je crois que c'est peut-être le... Est-ce que... Enfin, toutes dans leur genre, elles sont pionnières et elles sont des femmes de tête et de courage, mais sumo, c'est gonflé quand même. Sumo, c'est vrai que c'est pour ça qu'on en a fait un fil un peu conducteur. En fait, finalement, dans le doc, elles sont au début, à la fin. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu puissant. Voilà, des femmes qui font du sumo. Enfin, même moi, j'étais complètement abasourdie quand on m'a dit que ça pouvait exister. J'en garde un souvenir exceptionnel, notamment de cet entraînement-là. Parce que c'est presque lunaire, quoi. J'avais l'impression d'être 3 siècles avant, quoi. Je sais pas comment expliquer. On était tous pieds nus sur un truc en sable, et c'était tellement stylé d'être avec aussi les garçons pour cet entraînement et de découvrir cette discipline que je connaissais pas du tout, parce que bon, à part voir des combats sur une vidéo de temps en temps sur internet, on connaît rien de cette culture. Et en fait, c'est assez puissant quand même, ce rapport à la terre, à la puissance, et ce respect aussi de l'autre dans ce sport. Et j'ai adoré. C'est franchement rencontrer ses parents, savoir comment elle a pu se construire, voir comment ses parents ont réussi à la pousser, alors que bon, j'imagine que quand tu dis à tes amis que ta fille veut faire du sumo, peut-être qu'il peut y avoir une réaction pas très sympa, quoi. Oui, et puis il y a une chose que dit, elle s'appelle Onaka, et il y a une chose que vous dites à Onaka, c'est les hommes qui sont sumo là-bas sont des demi-dieux, et vous leur demandez est-ce que vous êtes une demi-déesse, et elle vous répond pas. Bah non, parce que c'est pas comme ça qu'elles sont considérées, malheureusement. Et quand on parlait des excuses qui peuvent y avoir, maintenant ça commence à se développer grâce à ces femmes justement qui prennent position. Mais une femme, s'il y avait une femme qui avait le malheur de poser ne serait-ce qu'un orteil sur l'arène de combat, il fallait changer tout ils estimaient que c'était souillé, quoi. Donc il fallait tout changer de A à Z pour rendre le lieu de nouveau propre et accessible à ces demi-dieux. C'est assez ahurissant. Vous parlez, évidemment, vous êtes intéressé aux footballeuses japonaises qui ont une façon de jouer différente des européennes et des autres joueuses. Elles jouent un football plus cérébral, c'est ça ? Oui, plus tactique, plus discipliné aussi, mais parce que c'est un peu comme dans tous les domaines, on s'adapte aussi aux qualités qu'on peut avoir. Et c'est vrai que les Japonaises et les Japonais font pas 3 mètres de haut et ont pas une puissance redoutable. Ils sont vifs, mais par contre, ils ont des qualités athlétiques avec lesquelles ils s'adaptent. Et c'est pour ça qu'ils ont... j'ai eu la chance de les jouer plusieurs fois, et elles ont été championnes du monde, c'est pas pour rien. Ils ont cette capacité à s'adapter et de créer. J'ai l'impression que elle, quand elle jouait sur le terrain, c'était une partie d'échecs, quoi.
je vais dans cette zone, du coup l'autre elle prend cette zone. Et maintenant, on arrive nous aussi à être tactiquement assez fortes avec le temps. Mais elles avaient 10 ans d'avance et c'est pour ça qu'elles ont réussi à battre des Américaines. Quand elles sont championnes du monde en 2011, elles gagnent contre l'équipe la plus athlétique du monde. Donc des filles qui sont musclées, qui ont des cuisses qui font 3 fois leurs cuisses. Et malgré tout, elles arrivent quand même à gagner, même sur... quand je réfléchis, la différence de taille, voilà, c'est des filles qui sont pas très grandes aussi. Et elles ont réussi à gagner ce titre de Coupe du Monde. Et c'est pour ça que j'ai un profond respect pour cette équipe. Ouais. Dans les pays anglo-saxons, on appelle ça le soccer. Au Japon, on appelle ça comment? Comment on dit football en japonais? Oula, je sais plus. Vous savez que quand on tourne un documentaire, il se passe 6 mois. Hein. Oui, mais vous auriez pu retenir. Le couteau. Je me suis posé la question. Le couteau fonctionne bien? Ah, le couteau. Je l'ai gardé. Bah oui, vous l'avez fait mettre. J'aurais pu vous le ramener là. Ah ouais. Vous avez le. Ouais. Et vous en servez? Non, parce qu'en fait, limite, c'est devenu un objet de décoration à la maison. Ouais. Parce que c'est vraiment un couteau qui est spécifique pour le poisson et notamment les sushis. Donc, mais en plus, il est gravé LB3 et tout. Donc, voilà, il est trop beau, mon couteau. Il est juste à côté. Je le vois tous les jours quand je monte dans ma cuisine et je suis trop contente. Et vous êtes toujours avec Yuki, donc, qui pratique cet art du sushi. Et elle vous a fait manger Alors, vous avez mangé dans la rue quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est une crème brûlée aux crevettes. Vous en souvenez? Ah, c'était pas bon? Ah, j'ai cru que c'était bon. Ah, vous avez triché dans le documentaire. C'est pas incroyable au Japon. Hein. Ah, donc c'est pas bon. C'est pas bon la crème brûlée aux crevettes. Si, de me souvenir, c'était dans les rues où il pleuvait. Où on avait exactement, vous étiez avec les parapluies. Ouais. Et vous avez... Il n'y a pas un souvenir incroyable, donc c'est que ça devait être soit correct, soit pas bon. Non, il y a plein de choses à découvrir dans ce documentaire. Moi, j'ai été fascinée par la maître... alors, il y a évidemment la mangaka, celle qui dessine les mangas. Elle est incroyable. Et puis le saké, c'est-à-dire que la réflexion, quand vous avez le petit stand et que vous dites à ces jeunes hommes que c'est elle qui fabrique le saké, ils ne vous croient pas. Ils pensent que c'est une caméra cachée, que c'est une blague. Ça montre quand même qu'il y a quand même des choses à faire bouger. Et puis on découvre le Japon avec vous, on voyage et vous avez une énergie et une bonne humeur qui font qu'il faut absolument regarder ce documentaire. Vous avez aimé ce pays ? Franchement, j'ai beaucoup aimé ce pays. En plus, évidemment, quand on tourne ce genre de documentaire, c'est pas comme quand on part comme un touriste. J'étais vraiment en inside total avec la population. Donc, j'ai vraiment découvert le pays de l'intérieur et j'ai redécouvert le respect de la vie en société. Ça, vraiment, ça m'a... Bon. Est-ce que leur boulot, vous pensez que pour Canal+, les femmes ne sont pas tellement si importantes que ça pour les mettre en prime time et vous mettre à 23h45 au lieu de vous diffuser à 21h? Mais voyons donc. Non, mais vous ne regrettez pas que vous soyez diffusé si tard, même s'il y a MyCanal maintenant? On s'est posé la question, hein, tout simplement. C'est une question de case. Après, c'est vrai que les diffusions, j'apprends à... Enfin, disons que je ne me suis pas vraiment vexée. Déjà, je suis contente de les diffuser en prime time. Ouais. Et surtout, c'est le genre de documentaire qui se regarde en replay, en replay beaucoup, et qui va être rediffusé sur d'autres cases. Donc, il n'est pas arrêté dans le temps. C'est pas comme si je faisais un documentaire sur un match. Oui, c'est ça. C'est vrai que quand après le match, il a 3 mois et qu'il y a 3 joueurs qui sont partis, c'est pas le même entraîneur. C'est sûr que ça a moins de sens. Aujourd'hui, ça se trouve, ce documentaire, il va passer à 21h dans 2 mois et ça sera encore mieux. Donc, c'est depuis que je suis joueuse de foot, j'apprends à être plutôt à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est une grosse qualité que j'ai. Merci Laure Boulot, merci à vous et vraiment on vous conseille de regarder ce doc tout à fait passionnant, une immersion. Pardon ? Pionnière, je redonne le nom. Et il est disponible sur MyCanal, effectivement. Pionnière au Japon, disponible sur MyCanal. C'est formidable. Merci à vous. Merci. Et on se retrouve, nous, dans un instant pour les débats.